Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, notre ordre du jour porte sur un sujet extrêmement important pour des millions de citoyens du pays, le développement des transports publics. Nous avons discuté de ces questions il y a 3 ans et nous avions alors pris des décisions concrètes. Depuis, des changements positifs ont été observés, mais il reste encore beaucoup de problèmes dans ce domaine. Les transports publics, c'est la possibilité de se rendre rapidement et confortablement au travail, à la crèche, à l'école, à l'université, à la clinique et ainsi de suite. Je vous rappelle que nous avons pour objectif de garantir d'ici 2030 que dans les agglomérations et les villes, la part du parc de véhicules dont la durée d'exploitation ne dépasse pas la norme soit d'au moins 85%. Cela concerne tous les types de transports publics. Et j'ajoute les villes de moins de 50 000 habitants. Je vous demande aujourd'hui, chers collègues, de faire un rapport sur la mise en œuvre de cette mission. Cela étant dit, il est clair que le simple renouvellement du parc ne garantit pas un service de transport pratique et de qualité. Il est nécessaire que les trolleybus, les tramways, les bus et les trains de banlieue circulent selon les horaires et que les trajets soient sûrs et abordables. Cela doit être le cas dans les métropoles, les petites villes, les zones rurales, les territoires isolés et, bien sûr, dans les centres de population stratégiques. La mobilité est l'un des facteurs fondamentaux de la vie moderne. Les gens ont besoin d'avoir la certitude que les problèmes de transport n'entraveront en rien leurs projets ou leurs préoccupations quotidiennes, et que toutes les situations de la vie auxquelles nos familles russes sont confrontées seront prises en compte, et que toutes les situations de la vie auxquelles nos familles russes sont confrontées seront prises en compte. C'est pourquoi, lors de l'organisation des services de transport, il faut partir des demandes des habitants et impérativement prendre en compte les besoins des familles nombreuses. Par exemple, selon les sondages du Front populaire pan-russe, la plupart des plaintes concernent le non-respect des horaires des lignes. Soit les bus, comme on le sait, se suivent en convoi, soit il faut les attendre pendant des heures. Chers collègues, le développement des transports publics, au même titre que la santé et les services publics, fait partie des missions clés des équipes régionales et municipales. Dans notre pays, il existe des exemples de développement des transports publics complets, véritablement révolutionnaires et axés sur les besoins des habitants. Les mégapoles comme Moscou, Nijni Novgorod, Yekaterinbourg et Tcheliabinsk sont en tête dans ce domaine. En matière de numérisation, la région d'Omsk est le fer de lance, tandis que la région de Kemerovo a été l'une des premières à mettre en place un système de contrat pour les transports publics. Le renouvellement des transports se fait à un rythme soutenu dans le Primorié, et ici même en Bouriatie. Dans la région de Mourmansk, les transports sont développés en tenant compte des spécificités arctiques du Nord, et dans celle d'Ivanovo, un métro de surface a été mis en service récemment. Ces succès ne sont pas obtenus uniquement grâce aux investissements budgétaires, mais aussi par d'autres instruments d'investissement. Des approches de gestion compétentes et tournées vers l'avenir jouent ici un rôle majeur, et avant tout une intégration étroite du système de transport avec la politique d'urbanisme, en tenant compte notamment du développement des localités pivots. Il est également important d'utiliser plus activement les possibilités de l'intelligence artificielle pour prévoir la demande, optimiser les horaires et les réseaux d'itinéraires. De telles technologies permettent d'augmenter radicalement l'efficacité du fonctionnement des transports publics. Je vous demande également de ne pas oublier la nécessité de mettre en œuvre des normes de qualité dans le secteur des transports publics, comme le prévoit la loi en vigueur. Aujourd'hui, elles ne sont adoptées que dans 34 sujets de la fédération. C'est pourquoi le gouvernement, avec le Conseil d'État, doit aider les régions à élaborer une liste d'indicateurs caractérisant la qualité du service de transport public. Ensuite, il faudra apporter des modifications au projet national Infrastructure pour la vie, en le complétant par des objectifs concrets. En s'appuyant sur ceci, il sera possible d'évaluer le travail des régions dans ce domaine. Chers collègues, le développement des transports publics nécessite des dépenses financières considérables. Dans l'ensemble du pays, une tendance au renouvellement des transports est évidente. Ainsi, grâce à la mise en œuvre de programmes fédéraux d'achats régionaux et de leasing, des bus, tramways et bus électriques modernes sont apparus dans les rues. Depuis 2020, plus de 20 000 véhicules ont été renouvelés. Cependant, en raison de la forte pression sur les budgets régionaux et municipaux, le secteur du transport de passagers reste l'un des plus vulnérables. Pour la plupart des sujets de la fédération, la résolution de ces problèmes reste difficile.
La commission spécialisée du Conseil d'État a présenté ses propositions concernant des sources de financement supplémentaires. Tout d'abord, il est proposé de réaffecter une partie des fonds routiers pour les orienter vers le développement des transports publics et les services de transport. Selon les auteurs, l'inscription de ces dépenses en tant que ligne budgétaire dédiée renforcerait les garanties et la fiabilité des engagements sociaux de l'État, dans la mesure où l'accessibilité des transports publics constitue l'une des conditions fondamentales à l'exercice des droits constitutionnels des citoyens, au travail, à l'éducation, aux soins de santé, et ainsi de suite. Et les représentants du Conseil d'État ont également une proposition pour déterminer les sources d'approvisionnement des fonds routiers. Discutons-en tous ensemble aujourd'hui. Ensuite, dans les règles d'octroi des subventions ciblées pour le développement des transports publics, il est nécessaire de prévoir une extension des domaines d'utilisation de ces fonds. C'est-à-dire que, dans le cadre de ces subventions, il serait possible de donner aux régions la possibilité de choisir où affecter les fonds alloués. Cela inclut notamment le développement des infrastructures de transport public, y compris les arrêts. Mais je le répète, les capacités financières des régions sont différentes et les conditions de cofinancement par le budget fédéral pour l'achat de transport devraient en tenir compte. La sécurité des transports est extrêmement importante. Dans le secteur des transports publics, il existe encore de nombreuses structures malhonnêtes, voire semi-criminelles, qui violent les droits et les règles de transport et qui réalisent des profits au détriment de la sécurité. Il est impératif de mettre de l'ordre ici. Qu'aimerais-je ajouter d'autre? Je suis au courant des discussions concernant la question du soi-disant transporteur garant. Il s'agit d'assigner à certaines entreprises de transport l'obligation d'assurer un service de transport ininterrompu dans la région concernée. Ce concept n'existe pas encore dans la loi, mais il est évident que cette orientation pourrait être prometteuse. Je demande au gouvernement, avec la commission compétente du Conseil d'État, de présenter des solutions sur cette question, en tenant compte de l'élaboration de modèles financiers et économiques pour le fonctionnement de tels transporteurs, et bien entendu, en partant des spécificités des différentes régions. Bien sûr, la question du monopole pourrait se poser ici. Le monopole, cela comporte aussi des conséquences négatives. Il faut absolument réfléchir à cela également. Mais l'introduction de ce type de transporteur contribuera sans aucun doute à la planification des achats d'équipements, ce qui est également important, car cela garantit, ou du moins augmente, les capacités de charge de travail de nos entreprises industrielles. Il est nécessaire d'obtenir un travail rythmé, une régularité de ces achats. Une telle instruction avait déjà été donnée au gouvernement, mais la question n'est pas encore totalement résolue. Et il est également temps de passer plus activement à la conclusion de contrats à long terme sur plusieurs années. Cela faciliterait considérablement la planification pour les entreprises qui fabriquent des véhicules de transport. Je demande à mes collègues de prendre les décisions nécessaires à ce sujet. Un autre sujet important concerne le fonctionnement des transports publics sur nos territoires historiques. Il faut accorder une attention toute particulière à la remise en état des transports, à leur modernisation et à l'extension du réseau de lignes. Quelques mots sur le transport ferroviaire de banlieue. C'est une question complexe, mais qui revêt une importance majeure, pour ne pas dire capitale pour les citoyens. Je sais que le travail est en cours dans ce domaine. Ainsi, Moscou et la région Moscou ont réalisé ensemble le projet de transformation des anciens trains de banlieue en un métro de surface. 4 diamètres centraux ont relié la capitale et la région de Moscou, améliorant ainsi le service de transport pour des millions d'habitants. Je compte sur le fait que toutes les décisions nécessaires dans le domaine du transport ferroviaire de banlieue seront prises en temps voulu. Aujourd'hui, je me suis concentré sur les sujets les plus importants. L'ensemble des problèmes a été examiné de manière détaillée et exhaustive par la commission spécialisée du Conseil d'État. Par conséquent, je vous demanderai d'être bref et d'aller à l'essentiel. Passons à la discussion. Je donne la parole pour le rapport au président de la commission, chef de la République de Bouriatie, où nous nous trouvons actuellement, Alexis Samboyevitch Tsidenov. Je vous en prie, Alexis Samboyevitch. Monsieur le Président, Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, oui, Vladimir Vladimirovitch, les transports publics sont aujourd'hui un service social vital. Pour évaluer l'ampleur, voici quelques chiffres. Nous avons transporté 14 milliards de passagers, mais cela inclut le métro et le transport suburbain, et 11 milliards si l'on ne compte que les bus, les tramways et les trolleybus.
Les bus transportent 8,6 milliards de personnes, les tramways 1 milliard, les trolleybus 860 millions et les bus électriques 330 millions. Par ailleurs, le parc total de véhicules de transport public s'élève à 132 000 unités. Il s'agit des bus, trolleybus, tramways et ainsi de suite. Vous avez déjà souligné que nous avons fixé des objectifs. 85% de la durée de vie réglementaire doit être atteinte d'ici 2030. Nous y travaillons tous. Pour atteindre cet objectif, pour tous les types de transport d'ici 2030, il est nécessaire de renouveler 71 000 unités de matériel roulant, 66 000 bus, 3,2 000 trolleybus et 2,5 000 tramways. Par ailleurs, nous comprenons qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur le matériel, mais aussi sur la qualité, la régularité et le confort. C'est exactement ce que vous avez dit, Vladimir Vladimirovitch. Concernant l'exécution de vos instructions suite à l'année dernière seulement, vous avez mentionné 20 000, c'est tout à fait exact. Rien que pour l'année dernière, 6 700 unités ont été renouvelées. Par ailleurs, 74% de ce chiffre provient uniquement des mesures de soutien de l'État. Sur ces 6 000, 5 000 sont des véhicules achetés grâce aux mesures de soutien de l'État. Lesquels? Le leasing préférentiel via la GTLK, le leasing préférentiel du ministère de l'Industrie et du Commerce, le programme de transport urbain électrique et les crédits d'infrastructure du Trésor. Votre décision, Vladimir Vladimirovitch, concernant l'annulation des 2 tiers de la dette des régions au titre des prêts budgétaires, a également permis d'orienter ces fonds vers ce secteur. Au total, la somme s'est élevée à 39 milliards de roubles de soutien fédéral et 29 milliards de roubles proviennent des fonds régionaux et des entreprises. À ce jour, tous les programmes existants ne prévoient l'acquisition que de 11 000 unités jusqu'en 2027 inclus, tandis que pour les 60 000 unités restantes, les plans et le financement n'ont pas encore été définis. Tous les mécanismes ont été créés par le gouvernement, enfin les différents dispositifs que j'ai mentionnés, le leasing préférentiel et ainsi de suite, mais ils sont adoptés chaque année. C'est une décision annuelle. Et étant donné qu'à la fin de l'année, la décision est prise, puis il faut 6 mois pour débloquer les fonds, lancer les appels d'offres, et ce n'est que dans la seconde moitié de l'année que la commande arrive à l'usine. Et là, la production commence, ce qui n'est pas très pratique. Par ailleurs, il est impossible, malgré votre instruction de mettre en place un programme à long terme, de conclure des contrats à long terme avec une planification budgétaire annuelle. Ah, c'est pour cela que l'on propose justement ce modèle vers lequel nous nous dirigeons aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il existe une différenciation entre les régions. Nous avons aujourd'hui 29 régions équipées de bus et de transports publics. Dans l'ensemble, la situation correspond aux objectifs, les autres sont encore à la traîne. Au cours des travaux de la commission du Conseil d'État, des propositions ont été soumises par les députés de Russie Unie concernant la création d'un système de financement sous forme de fonds distincts. Et comme vous l'avez dit, Vladimir Vladimirovitch, il pourrait prendre la forme d'une section séparée au sein du fonds routier. Voilà. Et ce fonds, avec le nom provisoire d'Opšto Transfonds, permettrait d'accumuler séparément des fonds et de les rendre à long terme. Quelles sont les sources proposées? Pour ce qui est du fonds, il a, tout comme le fonds routier, 2 niveaux, fédéral et régional. Pour les fonds régionaux, il s'agit de 25, enfin au moins 25% des amendes qui aujourd'hui sont versées pour les infractions au code de la route dans les fonds routiers régionaux. Cela représente environ 40 milliards de roubles par an. Pour le fonds fédéral, il s'agit de fonds de revenus non fiscaux provenant du secteur automobile du ministère de l'Industrie. Nous avons convenu avec le ministère de l'Industrie d'un montant d'environ 12 milliards de roubles par an, avec une augmentation prévue au fil des années. Il s'agit de bénéfices supplémentaires provenant des compagnies d'assurance automobile pour l'assurance responsabilité civile obligatoire. En quoi cela consiste-t-il? Aujourd'hui, environ 15% des propriétaires de véhicules roulent sans assurance responsabilité civile obligatoire, l'OSAGO, et avec l'introduction de la responsabilité et l'automatisation de cette responsabilité via la photo et la vidéo-verbalisation, la discipline s'améliore, et par conséquent, les revenus augmentent également. Au printemps de cette année, des modifications appropriées ont été apportées à la législation afin que cela puisse être mis en œuvre, et le travail dans cette direction est en cours. De plus, pour la partie fédérale, des fonds sont également proposés, issus des sanctions pénales administrées par le Rostransnadzor. Il s'agit des surcharges de marchandises, des amendes pour non-paiement des péages routiers, et ainsi de suite. Cela représente environ 20 milliards de roubles. Je tiens à souligner d'emblée qu'il ne s'agit pas de fonds numériques, car une partie de nos revenus issus des amendes est destinée à l'économie numérique. Ce sont d'autres sources. Tout cela est aujourd'hui coordonné avec le ministère des Transports de Russie. Mais en ce qui concerne les fonds du ROSE, Transnadzor, qui sont administrés, la position n'est pas encore totalement définie au niveau du gouvernement. Peut-être qu'aujourd'hui, les collègues pourront nous éclairer.
Par ailleurs, je voulais signaler que la réglementation normative, Vladimir Vladimirovitch, dont vous avez parlé, les gens y prêtent également attention. Et lors des forums de rapports et de programmes de Russie unie, qui se sont également tenus dans les régions du pays, ce sujet a aussi été soulevé. Et justement, la création d'un fournisseur garant, d'un transporteur garant, permet de répondre à une partie des questions. Quand un opérateur privé quitte le terrain, il n'y a personne pour prendre le relais sur le moment. Ah ben, la procédure d'appel d'offres prend un certain temps, et ainsi de suite. Et pour éviter une situation de monopole, il est prévu que le transporteur garant occupe environ 30% du marché, pas moins. Les entreprises municipales MUP et les entreprises d'État, GUP, peuvent travailler dans ce domaine. D'ailleurs, ils se verront également confier des missions de mobilisation, toujours dans le domaine des transports. Voilà. Le domaine suivant de la réglementation normative est l'ajustement et la précision de la loi fédérale numéro 44. Dans quel sens? Aujourd'hui, le contrat est conclu ainsi, tel itinéraire, tel volume de transport. Si pour des raisons de sécurité, il faut modifier l'itinéraire, cela constitue une modification du contrat, une modification substantielle, ce qui est interdit. Ou bien il y a deux itinéraires, mais sur l'un d'eux, il faut augmenter brutalement le volume de transport. S'écarter du contrat, c'est impossible. C'est-à-dire que cette flexibilité concernant le choix de l'itinéraire et le volume de transport sur l'itinéraire après la conclusion du contrat, cette possibilité, il faut la prévoir dans la loi, oui, sans pour autant permettre d'autres abus. Et cela permettra de réagir de manière plus flexible aux situations actuelles et globalement à la mise en œuvre des transports. Il y a aussi la question du transport vers les zones peu peuplées, vers les localités peu peuplées, où le transport n'est peut-être pas nécessaire tous les jours, mais reste tout de même indispensable. Et donc, ce format de transport à la demande, où le bus ne passe pas toutes les heures, mais où il existe un système pour passer commande, c'est du transport à la demande. Nous proposons de lancer cela également en mode pilote. C'est un nouveau régime juridique, le transport à la demande. Et le point suivant concerne également les ressources humaines et Vladimir Vladimirovitch, votre instruction concernant l'emploi des vétérans de l'opération militaire spéciale. Voilà. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, les moyens de rééducation, de rétablissement, enfin, disons vraiment avancés, et les systèmes d'automatisation de la conduite sont tels que nos vétérans, même avec certaines séquelles, peuvent tout à fait travailler sur des bus sans aucun problème. D'ailleurs, ils possèdent le permis de catégorie B, mais pas celui de catégorie CD. Nous avons travaillé sur ce sujet dans le cadre de la préparation avec le ministère de la Santé de Russie et la police de la circulation du ministère de l'Intérieur. Nos collègues sont favorables. Nous sollicitons votre instruction pour simplement élargir ces catégories d'autorisation. Cela permet de résoudre deux problèmes. Premièrement, cela résout notre pénurie de personnel. Et deuxièmement, cela améliore également, par conséquent, la réinsertion sociale de nos vétérans. C'est, me semble-t-il, une solution assez efficace dans les deux sens. Je souhaiterais également, Vladimir Vladimirovitch, profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement pour notre étroite collaboration dans le cadre de la préparation. Vladimir Leonidovitch Morozov, personnellement, le ministère des Transports nous a réunis, ainsi que d'autres ministères. Alexei Gennadievitch et Maxime Stanislavovitch nous ont réunis à plusieurs reprises. Au final, un ensemble de propositions a été préparé. Je sollicite votre soutien. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Andrei Sergeyevitch Nikitin. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, il est symbolique que nous parlions du développement des transports publics précisément à Ulan-Ude. Il y a 100 ans, les premières lignes de bus régulières de la République ont vu le jour ici. Au début, seules 3 voitures étaient en service, avec des arrêts à la demande. Il existe une légende urbaine selon laquelle l'un des bus avait même reçu le surnom évocateur de « Messieurs, descendez ». Les passagers devaient descendre et courir derrière lui en montée pour alléger le véhicule. Cette anecdote fait sourire, mais elle nous rappelle que le confort, l'accessibilité et la fiabilité des transports doivent toujours être au centre de nos préoccupations. Historiquement, malheureusement, les transports publics dans les régions sont financés de manière résiduelle. Le résultat est un grand nombre de lignes avec des tarifs non réglementés. Il s'agit de lignes où le transporteur fixe lui-même le prix du billet. Il n'y a pas de tarif réduit, ni d'exigence en matière de qualité de service. L'objectif principal de ces transporteurs est de réaliser des bénéfices. C'est pourquoi les transporteurs font des économies sur la qualité et sur les tarifs réduits. On utilise ce qu'on appelle des marche-route-cars, minibus, avec un minimum de confort pour les passagers et un paiement uniquement en espèces. En conséquence, il y a une absence de contrôle, ce qui signifie que les citoyens se plaignent des horaires, des temps de trajet et de la sécurité des voyages. Environ 40% des lignes fonctionnent aujourd'hui selon ce système, et dans certaines régions, c'est près de 100%. Et ici, la solution incontestable est le passage des transports publics à un système contractuel,
c'est-à-dire des tarifs réglementés. Le donneur d'ordre, en l'occurrence la région ou la ville, définit les paramètres de circulation, la régularité, les horaires de fonctionnement et les catégories de véhicules. Tout contrat implique, bien entendu, des dépenses et un montant prévisionnel de celles-ci. D'après mon expérience en tant que gouverneur, je peux dire avec certitude que sans une ligne budgétaire prévisionnelle, il est très difficile de conclure un contrat sur plusieurs années. C'est pourquoi nous proposons de sanctuariser la possibilité de financer les transports publics sous forme de ce que l'on appelle des dépenses protégées dans le cadre des fonds routiers au niveau fédéral, régional et municipal. Pour cela, il est évidemment nécessaire de disposer de sources durables et renouvelables pour alimenter davantage ces fonds. Alexei Samsonovitch en a déjà parlé. Une autre initiative consiste, au lieu de subventionner le renouvellement du matériel, à donner aux régions la possibilité de choisir. Il s'agit de la variabilité que vous avez mentionnée, Vladimir Vladimirovitch, concernant l'utilisation des mesures de soutien. Nous avons appelé cette option le menu transport. Les fonds pourront être orientés vers le cofinancement des contrats de transport, la modernisation des infrastructures ou l'achat de matériel roulant. C'est-à-dire assurer le soutien ciblé nécessaire en fonction des besoins réels. Une telle approche favorisera l'augmentation de la part des itinéraires soumis à des tarifs réglementés. Bien entendu, il est également nécessaire d'établir des critères de qualité de service clairs et mesurables et de les lier aux mesures de soutien fédéral. Les indicateurs de fiabilité, de régularité, de prévisibilité et la composition du parc doivent jouer un rôle particulier ici. Nous avons étudié l'expérience de Moscou, où fonctionne aujourd'hui le système d'analyse des transports publics le plus développé et le plus approfondi, et nous l'avons adapté aux capacités de toutes les régions. Il est important d'augmenter la part du parc de véhicules utilisant des carburants écologiques, en particulier le gaz naturel, de prendre en compte les travaux d'amélioration des infrastructures et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et d'accorder une attention particulière aux questions de numérisation. Et comme vous l'avez déjà dit, les transports publics sont une fonction sociale de l'État, au même titre que l'éducation et la santé. À cet égard, nous soutenons la proposition de la Commission visant à créer dans chaque région ce que l'on appelle des transporteurs garants, afin d'éliminer les lacunes éventuelles dans le service de transport. Il est très important que ces transporteurs puissent prendre en charge les tâches urgentes qu'il était impossible de prévoir au stade de la passation des marchés. Il s'agit de lignes de remplacement suite à des interruptions imprévues sur d'autres modes de transport. Cela constitue des ressources et des capacités de compensation en cas de réparation du réseau routier lors de situations d'urgence, ainsi que pour répondre à des besoins spécifiques, comme l'évacuation en cas d'inondation ou d'incendie. Et bien entendu, de telles entreprises de transport nécessitent des conditions de passation de marché et de financement particulières. Les transporteurs garants doivent servir de référence aux autres acteurs du marché, en établissant des normes de qualité de service pour la population, de politique RH, de fiabilité et de durabilité. Cela améliorera indéniablement la qualité de service dans les localités pivots et permettra de planifier plus efficacement l'acquisition de matériel sur plusieurs années. Je souhaiterais également aborder le thème du transport à la demande. Cette solution permettra aux habitants des petites localités d'utiliser les infrastructures de transport, là où aujourd'hui il n'y a aucune liaison ou celles-ci sont trop rares. Par exemple, pas plus d'une fois par semaine. Bien entendu, les gens ne doivent pas se sentir isolés, et la mise en place d'un format de transport à la demande permettra de réduire les dépenses budgétaires, tout en garantissant le niveau de service nécessaire. Les premiers pas dans cette direction ont déjà été faits. Par exemple, dans les régions de Novgorod et de Mourmansk, ainsi que dans plusieurs autres régions, un service de taxi social est en place. Il aide les habitants qui en ont besoin à se rendre vers des infrastructures essentielles. Cette pratique doit être développée. Nous proposons de lancer un projet pilote correspondant dans plusieurs entités constitutives, puis de généraliser cette expérience par la suite. Bien sûr, toutes ces mesures doivent, en fin de compte, reposer sur l'efficacité économique. Et ici, l'allocation de fonds visant à stimuler la croissance du trafic passager dans les transports publics est également l'une des tâches importantes. La croissance du trafic passager dépend directement d'une infrastructure urbaine bien planifiée. Elle assure la priorité de circulation au transport public et contribue à augmenter la vitesse des trajets. Il existe plusieurs outils pour atteindre cet objectif. Le développement des espaces de stationnement, les voies réservées et la séparation pour les transports publics, en priorité bien sûr pour les voies de tramway. La mission des autorités municipales et régionales est de développer l'infrastructure de manière optimale en concevant et en mettant en œuvre des plans complets d'organisation de la circulation routière. Il existe des pratiques réussies dans ce domaine. Je citerai les régions de Belgorod et de Voronezh. Bien entendu, il faut continuer à les développer.
Les approches scientifiques, l'intelligence artificielle et les nouvelles solutions technologiques assureront une intégration efficace du transport ferroviaire de banlieue, du transport fluvial et des véhicules autonomes dans le réseau de transport de la ville. Vous avez déjà évoqué l'expérience du lancement du premier autorail dans la région d'Ivanovo. En ce qui concerne le transport fluvial urbain, passager et régulier, les leaders sont Moscou, les régions de Nijni Novgorod, Saratov, Yaroslavl, la République du Tatarstan et le Kraï de Perm. Et la ville de Perm figure parmi les leaders en matière de lancement et d'exploitation de transport fluvial électrique. Le déploiement de véhicules autonomes est en cours. Il existe des tramways autonomes à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Un train sans conducteur est en cours de test dans le métro de la capitale. Il est important d'étendre cette expérience à d'autres types de transports et à d'autres régions. Nous considérons qu'il est important d'étendre l'application des régimes juridiques expérimentaux, y compris aux autobus. Nous proposons de commencer les projets pilotes à Moscou, dans la région de Moscou, à Saint-Pétersbourg, au Tatarstan et en Extrême-Orient. Pour le développement réussi des systèmes de transport et la reproduction des meilleures pratiques, nous travaillons à la création d'un centre de compétences dédié au transport public. Et enfin, la question principale est bien sûr la pénurie de personnel. Le manque de chauffeurs représente entre 25 et 35% des effectifs prévus. Il y a une dynamique positive par endroit, mais il faut bien sûr agir de manière systémique et en premier lieu revaloriser le prestige du travail dans le secteur des transports publics. Il existe d'excellentes initiatives dans la région de Tcheliabinsk, dans le Kouzbas et dans la région de Novgorod. De notre côté, au ministère des Transports, nous avons réduit l'année dernière le délai entre l'attribution de la distinction travailleur émérite des transports et la récompense précédente, afin de permettre notamment aux chauffeurs d'obtenir plus rapidement le titre de vétéran du travail. La nouvelle approche, qui prévoit l'affectation de fonds spécifiques au transport au sein des fonds routiers, permettra d'assurer une rémunération décente aux travailleurs du secteur des transports publics et de réduire la pénurie de personnel. Et bien entendu, lors de l'élaboration de toutes ces propositions, nous nous sommes appuyés sur les meilleures pratiques de nos régions. Je souhaiterais mentionner tout particulièrement, une fois de plus, Moscou, ainsi que les régions de Tcheliabinsk, Sverdlovsk, Nijni Novgorod, Mourmansk et le Kraï de Perm. Et bien entendu, je tenais à préciser que les propositions formulées sont liées à la composante transport des indicateurs du classement national de la qualité de vie dans les sujets de la Fédération de Russie, qui vous est présenté chaque année par l'Agence des initiatives stratégiques. Je souhaiterais m'attarder plus particulièrement sur votre instruction concernant l'extension, pour ainsi dire, du renouvellement des transports aux villes de moins de 50 000 habitants. Nous avons déjà élaboré une méthodologie de calcul actualisée qui est actuellement en cours de validation. À partir de 2027, nous assurerons un suivi complet pour toutes les localités. Et bien entendu, nous maintiendrons tout le financement nécessaire à la modernisation des transports dans notre budget. Par ailleurs, grâce au menu transport et à l'émergence de nouvelles sources de financement, cela permettra aux régions de se concentrer non seulement sur les bus, mais aussi sur d'autres modes de transport les plus demandés dans les sujets, et de trouver des sources supplémentaires pour l'achat de matériel. Et pour conclure, je vais simplement mentionner une expérience. Dans l'une des régions, le paiement sans espèces a été entièrement mis en place sur une ligne. Le chiffre d'affaires a augmenté de 80%, Vladimir Vladimirovitch. Cela signifie tout simplement que le transporteur dissimulait une partie des recettes en espèces, tout en réclamant par la suite à la région une compensation pour son itinéraire soi-disant peu rentable. Deuxième exemple existe. Grâce aux mesures proposées, nous allons nous débarrasser de tout ça et nous disposerons de sources supplémentaires. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, merci beaucoup à Alexei Samsonovitch, merci à mes collègues du gouvernement, à mon Murashko Kizinovitch en quelque sorte. Toutes les propositions ont été étudiées et prises en compte dans la liste des instructions. Nous sollicitons votre soutien. Merci. Mon rapport est terminé. Merci beaucoup. Je vous en prie, Mikhail Mikhailovitch Kuznetsov. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, conformément à vos instructions, le Front populaire mène un suivi de l'opinion des citoyens sur le fonctionnement des transports publics. Chaque année, environ 15 000 personnes participent à nos sondages. Il s'agit de passagers et de conducteurs. Le ministère des Transports et les régions mènent un travail important et actif pour moderniser l'infrastructure. 54% de la population remarque le renouvellement du parc automobile, soit plus de la moitié. Ce sont donc vraiment de beaux chiffres. Cependant, les décisions concernant la modification des itinéraires, le déplacement des arrêts ou le changement de type de bus dans les régions ne prennent pas toujours en compte l'avis des gens et sont perçues de manière différente. La part des citoyens estimant que l'utilisation des transports est devenue moins pratique au cours de l'année écoulée est passée de 42 à 59%, selon nos estimations.
À cet égard, nous soutenons la proposition de la Commission du Conseil d'État d'introduire un indicateur d'évaluation de la qualité du service de transport dans le passeport du projet national, mais nous suggérons de le compléter par des indicateurs de satisfaction des passagers. L'analyse des demandes adressées à votre ligne directe montre que les questions d'horaire, de temps d'attente et de taux d'occupation sont parfois même plus importantes que l'âge du bus. Il est donc très important que la satisfaction des usagers soit prise en compte ici. Je vais aborder brièvement quelques questions qui préoccupent les citoyens. La première concerne tout ce qui a trait aux horaires. 73% des citoyens signalent la surpopulation des transports, 55% le non-respect des horaires et 45% déplorent un mauvais service en soirée, après 21 heures. Souvent, pour les transporteurs privés, les coûts d'un trajet en soirée avec un bus à moitié vide sont 2 fois plus élevés que les revenus potentiels. Souvent, ils ne font tout simplement pas le trajet en soirée, ou bien ils roulent sans s'arrêter là où il n'y a personne, afin de ne récupérer des passagers que là où ils attendent. La commission du Conseil d'État a préparé une décision visant à créer des transporteurs garants dans les régions. Si Vladimir Vladimirovitch, cela permet de résoudre cette liste de problèmes dont parlent les gens, ce serait formidable. Dans ce cas, bien sûr, nous apportons notre soutien total. Et nous proposons une solution simple, en complément. Afficher des QR codes aux arrêts de bus, renvoyant vers les horaires de circulation actualisés. On scanne avec son téléphone et on sait quand le bus arrive. Cela permettra d'orienter les passagers. Ce n'est pas très coûteux, mais cela aidera aussi les gens. Le deuxième point concerne la diminution de l'accessibilité au transport dans les petites localités. Cela a déjà été évoqué. En effet, selon nos pourcentages et nos estimations, 32% des personnes interrogées indiquent que l'accessibilité diminue. Et ici, nous proposons, dans le prolongement des suggestions qui ont été faites, de permettre l'utilisation non seulement de bus, mais aussi de voitures particulières de constructeurs nationaux pour ces itinéraires. Il semble que, dans ce sens, cela puisse résoudre le problème là où le nombre de personnes est restreint. La pénurie de personnel. Vladimir Vladimirovitch, nous avons discuté avec des conducteurs de bus, de tramway et de trolleybus de 50 régions. Les causes? Le manque de conducteurs, de laveurs et de mécaniciens fait que les services s'étendent parfois jusqu'à 16 heures, pause incluse. Bien sûr, c'est une charge de travail très lourde, surtout si l'on considère que ces hommes commencent à travailler à 5 heures du matin. Et pour commencer à 5 heures, il faut parfois arriver au dépôt dès 4 heures. Dans certaines régions où les bus sont passés au gaz, il y a une pénurie de stations-service au gaz. Oui. Et c'est pourquoi il faut encore compter 1 à 2 heures d'attente pour faire le plein du bus. Ce sont d'ailleurs les conducteurs eux-mêmes qui font le plein. Cela signifie que la durée du service s'allonge. Dans beaucoup de terminus, il n'y a pas de toilettes. C'est vraiment quelque chose dont les conducteurs se plaignent beaucoup. Un espace pour se reposer et déjeuner correctement. Ils déjeunent dans les bus, ce qui, là aussi, dégrade la qualité de vie et de travail. Une partie des bus n'est pas équipée de climatisation. D'ailleurs, nous avons bien sûr des cas où les transporteurs privés ne l'allument tout simplement pas pour économiser du carburant. Mais ce n'est pas un cas général. Par exemple, dans l'une des régions du Sud, sur 250 bus, 70 restent à l'arrêt pendant l'été, faute de climatisation. Voilà, c'est-à-dire que les chauffeurs refusent tout simplement de les conduire parce qu'il fait trop chaud et qu'ils ont peur de faire un malaise en route. Nous proposons ici de prêter attention aux conditions de travail particulières des chauffeurs. Il me semble qu'au niveau des régions, on peut réguler aussi bien la question des sanitaires que celle d'un confort minimum. Acheter des bus équipés de climatisation pour les régions situées dans la zone climatique sud. Et bien sûr, nous soutenons pleinement la décision de la Commission du Conseil d'État de donner à nos gars, les vétérans, la possibilité d'obtenir le permis de catégorie D là où les conditions médicales le permettent. Tout cela dans son ensemble contribuera à résoudre le problème de personnel. Quatrièmement, l'ajustement des itinéraires entraîne souvent une augmentation des correspondances, une hausse des coûts et des difficultés d'accès aux établissements sociaux. Les gens s'en plaignent. La proportion d'habitants pour qui il est difficile de se rendre à la polyclinique, aux centres de services publics, aux crèches et aux écoles a augmenté et atteint déjà près de 50%. Ici, nous soutenons la décision de la Commission du Conseil d'État d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour la gestion des transports publics. Nous proposons de nous appuyer sur l'expérience de Moscou en matière de correspondance fluide, où l'on paie pour le trajet et non pour l'utilisation d'un mode de transport spécifique. C'est très important et pratique pour les gens. Et bien sûr, il faut tenir compte au maximum de l'avis des usagers sur les itinéraires et les informer à l'avance des changements d'horaire, par exemple via la messagerie Max. Et enfin, Vladimir Vladimirovitch, plus de la moitié des citoyens ont été confrontés à l'absence ou au dysfonctionnement des terminaux de paiement sans contact, les validateurs, notamment en raison d'interruptions temporaires d'Internet pour des raisons de sécurité, ce qui oblige les gens à monter par la porte avant et à payer leur trajet en espèces au conducteur. Si le validateur ne fonctionne pas, c'est évidemment la faute du conducteur. Ils lui disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. La tension sociale monte devant sa cabine.
La commission du Conseil d'État a préparé une proposition pour le paiement des trajets via des validateurs et la messagerie nationale Max, y compris en mode hors ligne, lorsqu'il n'y a pas d'Internet sur le moment. C'est une mesure très importante et très opportune. Plus de la moitié de nos citoyens qui utilisent les transports en commun l'attendent avec impatience. Vladimir, cher Vladimir Vladimirovitch, merci beaucoup. J'ai terminé mon rapport. Merci, Mikhail Mikhailovitch. Sergei Semyonovitch, je vous en prie. Cher Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, près de la moitié des passagers longue distance qui voyagent par avion ou par train transitent par la région de Moscou. C'est pourquoi, pour Moscou, outre le fait qu'il y a déjà un volume important de déplacements intra-régionaux, les déplacements extérieurs confèrent une importance et une signification particulières et représentent bien entendu une charge supplémentaire. Vladimir Vladimirovitch, c'est pourquoi vous avez pris la décision et donné l'instruction d'élaborer un programme de développement du nœud de transport central, car le nœud de transport moscovite n'est pas un simple nœud de transport urbain. Les principaux corridors de transport traversent la région de Moscou. C'est ainsi que l'histoire a façonné les choses. Et le développement du nœud de transport central a un impact sur le transport dans l'ensemble de notre pays. Afin d'assurer des conditions de déplacement réellement confortables pour les dizaines de millions de personnes qui se déplacent quotidiennement à travers toute la vaste région de Moscou, l'objectif stratégique et clé était de privilégier avant toute chose le développement massif et moderne des infrastructures de transport public. Bien sûr, il s'agit avant tout d'un programme de construction de métro très sérieux, vaste et à grande échelle, que vous connaissez bien et sur lequel j'ai fait rapport à plusieurs reprises. Deuxièmement, il y a le transport terrestre, les bus. Je dois dire qu'en plus des solutions complexes et coûteuses dans ce domaine, il existe également des solutions tout à fait efficaces qui ne coûtent pratiquement rien. Par exemple, dans la région de Moscou, environ 500 km de voies réservées ont été créées, où la priorité est donnée au transport public. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que les bus circulent selon les horaires, avec une priorité sur les véhicules privés. Cela signifie que de plus en plus de personnes se déplacent en transport public de manière confortable et dans les délais impartis. C'est très important pour la structuration du réseau de surface. Le deuxième point, comme l'ont déjà mentionné mes collègues, est l'importance d'améliorer l'aspect écologique des transports. Aujourd'hui, environ 3000 bus sont déjà des bus électriques et ce nombre augmente progressivement grâce à nos grandes entreprises. Ce programme est mis en œuvre avec Gaz et Kamaz. Il s'agit d'un bus électrique national qui répond à toutes les exigences mondiales. Par ailleurs, comme mes collègues l'ont déjà évoqué, les contrats de service de transport ont été mis en place à Moscou depuis longtemps et ont donné de bons résultats. Cela permet d'exclure quasiment à 100% les paiements en espèces. Il s'agit de paiements directs qui sont versés directement à la ville. Quant à nous, nous commandons les services de transport aux entreprises en nous basant sur des normes précises, et ce, indépendamment du fait que l'itinéraire soit très fréquenté, rentable ou non. L'essentiel est que le transporteur assure un service de transport précis et ponctuel. C'est un projet important. Aujourd'hui, il se déploie dans de nombreuses régions. Je le soutiens également. Je considère qu'il s'agit d'une orientation très importante. Au cours de la dernière décennie, on a commencé à porter un regard assez sceptique sur les tramways, aussi bien à Moscou que dans d'autres régions. Parfois, ces lignes sont fermées. Il me semble que c'est une mauvaise direction. Il faut simplement moderniser les tramways, moderniser le réseau lui-même, les tramways eux-mêmes, et créer de nouveaux modèles de véhicules. Et en somme, le succès est en fait garanti. Aujourd'hui, à Moscou, le nombre de passagers qui se déplacent en tramway a augmenté de près d'un tiers. Un secteur comme celui des taxis, dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, a en réalité connu des changements révolutionnaires après l'adoption de la loi fédérale sur les taxis, que vous avez signée, Vladimir Vladimirovitch. Le volume des transports en taxi et en autopartage à Moscou a été multiplié par près de 10, atteignant environ 2 millions de passagers par jour. C'est un volume énorme, légalisé, tout à fait transparent et sous contrôle. Et une nouvelle direction, dont mes collègues ont déjà parlé, ce sont les transports fluviaux réguliers. Vladimir Vladimirovitch, vous avez inauguré la première ligne. Aujourd'hui, 30 navires fluviaux de ce type sont déjà en service à Moscou.
Chaque jour, ce sont environ 6000 passagers qui se déplacent quotidiennement grâce à notre système de transport fluvial régulier. Au-delà des simples questions de transport et de son développement nécessaire, l'émergence récente de nouveaux modèles de classe mondiale, ainsi que l'adoption de nouvelles normes internationales, ont bien entendu donné une impulsion très sérieuse et durable au développement global de toute l'industrie des transports. Rien que pour les commandes de Moscou, environ 300 000 emplois ont été créés et sont aujourd'hui actifs dans différentes régions, permettant la production d'équipements de haute technologie répondant à des normes élevées. C'est également très important. Le domaine suivant, que vous avez déjà mentionné dans votre discours, Vladimir Vladimirovitch, est le développement du transport ferroviaire, des transports de banlieue et son intégration dans les transports publics. Il était difficile d'imaginer, il y a encore 10 ans, que les citoyens percevraient le transport ferroviaire de la même manière qu'ils perçoivent le métro aujourd'hui, c'est-à-dire comme un transport public. Conformément à vos instructions, nous avons commencé à mettre en œuvre ce programme en son temps. Au lieu d'une ceinture de transport de marchandises, nous avons créé la ceinture centrale de Moscou pour les passagers, que vous avez inaugurée, puis 4 diamètres centraux de Moscou pour les passagers. L'ensemble de ces infrastructures transporte aujourd'hui plus de 2 millions de personnes en provenance de la région de Moscou et à l'intérieur même de Moscou. Les moscovites eux-mêmes ont également commencé à utiliser plus activement ce moyen de transport, comme un transport urbain. De plus, nous l'avons intégré au métro. De nombreuses stations sont créées en commun. Ce sont des gares urbaines où l'on peut passer du métro au MCTD ou au MCTC et ce transfert est gratuit. C'est-à-dire que si vous avez pris un billet pour le MCD, vous pouvez prendre le métro gratuitement et inversement. En fait, que ce soit par la forme, le contenu ou le système de tarification, il s'agit aujourd'hui d'un système de transport unifié, combinant le transport ferroviaire majeur, le transport en surface et le transport souterrain. C'est une avancée importante, une synergie majeure. Le métro et le MCTD transportent aujourd'hui plus de 10 millions de personnes par jour. L'étape suivante, pour laquelle vous avez également donné des instructions, Vladimir Vladimirovitch, concernant le développement du nœud central, est l'amélioration des liaisons de transport, des liaisons ferroviaires entre Moscou et les régions situées dans le périmètre de la région de Moscou. Cela concerne 9 autres régions, soit environ 10 millions de personnes. Aujourd'hui, avec les chemins de fer russes et nos collègues des régions, nous avons établi un tel programme et nous travaillons sur l'élaboration des projets et de la documentation technique. Par ailleurs, nous avons déjà commencé à mettre en œuvre l'un de ces axes, le plus saturé, la ligne de Yaroslavl. Chaque jour, plus de 300 000 personnes l'empruntent. C'est l'axe le plus saturé. À l'heure actuelle, nous avons renouvelé 40% du matériel roulant, ce qui a amélioré le confort des déplacements, car les trains eux-mêmes sont plus capacitaires, plus confortables et offrent une circulation plus stable. De plus, nous prévoyons de mettre en service 3 rames supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui augmentera la fréquence des trajets en direction de Yaroslavl. Nous continuons également à travailler sur d'autres axes. Vladimir Vladimirovitch, merci infiniment pour votre soutien à de tels projets. Ils sont très importants, tant pour Moscou et la région de Moscou que pour tout le pays. Merci beaucoup. J'ai terminé mon rapport. Merci beaucoup, vraiment beaucoup, Sergei Semyonovitch. En effet, ce système de transport unifié à Moscou et dans la région de Moscou fonctionne très efficacement. C'est vrai. Les gens le remarquent, les moscovites le remarquent. S'il vous plaît, Marat Shakaryanovitch, je vous en prie. Cher Vladimir Vladimirovitch, les décisions prises en 2023 lors de la réunion du Présidium du Conseil d'État sur la question du développement des transports publics, sous votre présidence, ont assuré une modernisation systémique des transports publics. Les initiatives mises en œuvre ont permis, à l'issue de l'année 2025, de porter à 76% le parc d'autobus dans les villes de plus de 50 000 habitants, le ramenant ainsi à un état conforme aux normes. Conformément à vos instructions, nous avons atteint un rythme de renouvellement stable de plus de 5000 unités de transport public, principalement des autobus, grâce à l'ensemble des mesures de soutien. Nous avons rencontré les gouverneurs. En fait, il y a peu de questions concernant l'équipement. Bien sûr, abaisser le seuil pour inclure des villes plus petites nécessitera désormais des financements supplémentaires, mais dans l'ensemble, le dispositif est bien en place. Un point sur lequel je souhaiterais attirer l'attention. Nous avons le projet national Infrastructure pour la vie, dans le cadre duquel nous devons moderniser 30% des localités d'ici 2030, ce qui inclut la remise en état du réseau routier urbain et le renouvellement des transports publics.
Et dans le cadre de ce travail, nous devons établir un bilan transport-économie pour toutes les grandes localités. C'est-à-dire combien de passagers sont transportés, quel volume de marchandises, combien cela coûte, quel est l'intervalle, quelle est la fréquence et quel est le tarif. Nous menons ce travail avec le ministère des Transports et j'aimerais vraiment que nous inscrivions dans le projet de directive des délais concrets pour l'achèvement de ce travail, car cela influe directement sur toutes les décisions prises, sur les itinéraires et sur le développement futur de toutes les localités. Nous avons discuté de ce sujet avec Andrei Sergeyevitch. La question suivante, qui est cruciale, est bien sûr de réaliser ce travail pour toutes les agglomérations. Aujourd'hui, le nœud de transport central est reconnu non seulement dans le pays, mais aussi dans le monde entier comme l'un des plus efficaces. Mais nous devons absolument terminer ce travail sur les agglomérations à Saint-Pétersbourg. Nous devons impérativement le faire dans toutes les grandes villes d'1 million d'habitants. Et par exemple, si l'on regarde Sochi, nous avons mis en place une excellente infrastructure pour les Jeux Olympiques. Tout est là. Il suffit simplement d'augmenter la fréquence de circulation. Pour cela, il faut signer un accord entre les RZD et les régions pour déterminer qui paiera pour cette fréquence supplémentaire. D'ailleurs, les trains électriques sont également disponibles pour cela. Et ainsi, avec une simple décision, nous pouvons obtenir immédiatement une multiplication du nombre de passagers. Nous avons 8 régions dont l'infrastructure ferroviaire a été étudiée et qui sont prêtes aujourd'hui à développer les transports publics. Par exemple, Perm a aujourd'hui la possibilité totale de créer une véritable ceinture ferroviaire. Et voici ma proposition à inclure également dans les protocoles. Nous disposons de crédits spéciaux du Trésor, que les régions choisissent elles-mêmes d'allouer selon leurs besoins, dans la limite d'un plafond. Nous préparons actuellement la limite des appels d'offres pour les années 28 et 29. Il me semble qu'il faudrait accorder ce droit aux gouverneurs qui sont prêts à investir dans le développement des transports publics basés sur l'infrastructure ferroviaire. Bien qu'il s'agisse d'une infrastructure fédérale, elle a une incidence directe sur le développement des régions. C'est pourquoi nous sommes prêts à travailler sur ce projet avec PERM. Je pense que cela aura un très bon effet. La question suivante, cruciale. En raison de la croissance très active de la construction de logements et surtout de l'habitat individuel, vous savez, Vladimir Vladimirovitch, nous vous en avons fait rapport, la répartition de la population au sein des régions a changé. Nous avons vu apparaître de très grands lotissements en périphérie et nous avons aujourd'hui de nouveaux quartiers résidentiels. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il est très important, lors de l'élaboration des plans directeurs, nous espérons d'ailleurs adopter prochainement une nouvelle loi sur ces plans directeurs, de veiller à ce qu'au sein de ces plans, et nous en avons beaucoup discuté aujourd'hui avec les architectes, les schémas de transport soient impérativement intégrés, en tenant compte du développement de l'habitat individuel. Il me semble que c'est une question cruciale pour le développement futur des régions. Et pour conclure, Vladimir Vladimirovitch, je tiens à dire que nos propositions actuelles, pour la plupart, ont déjà été approuvées et nous finaliserons le reste. Il reste des questions concernant les sources de financement supplémentaires. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, nous avons débattu et nous avons trouvé des solutions plus ou moins consensuelles. Il est très important que nous prenions correctement en compte ces fonds dans les fonds routiers régionaux, n'est-ce pas? Afin que nous ne perdions pas non plus le programme de mise aux normes du réseau routier urbain. Car aujourd'hui, parmi les questions que posent les gens, celle qui revient le plus souvent concerne précisément le développement du réseau routier urbain au sein des localités. Pour les routes régionales et intercommunales, nous progressons de manière stable, année après année, dans l'augmentation du pourcentage de leur état conforme aux normes. C'est pourquoi il est très important pour nous, dans ces décisions, de ne pas perdre de vue cet objectif. Nous avons des résultats positifs ici, la population apprécie cela très positivement, et il serait souhaitable pour nous de poursuivre également ce travail. Et sinon, dans l'ensemble, un grand merci à tous les collègues. Et Vladimir Vladimirovitch, bien sûr, un immense merci à vous. Les décisions systémiques que vous prenez constamment, celles prises il y a 3 ans, donne réellement des résultats. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Maxime Alexandrovitch. Bien, chers collègues, nous avons ici des membres du gouvernement et le président de la Banque centrale qui participent à nos travaux, et de nombreux représentants des régions, des chefs de région. Quelqu'un a-t-il besoin de dire quelque chose, de faire un commentaire ou de faire des propositions? Je vous en prie. Vladimir Vladimirovitch, est-ce possible? Ouais, eh bien, laissons Chibi commencer. Merci beaucoup, Vladimir Vladimirovitch. Tout d'abord, je m'associe à ce qui a été dit et je vous remercie pour les décisions qui ont été prises, ainsi que pour avoir souligné les efforts de la région de Mourmansk en matière de renouvellement des transports et de développement. Nous n'avons pas seulement renouvelé les transports, nous avons également mis en place un suivi numérique rigoureux de leurs déplacements.
Et chez nous, si jamais il y a un retard de plus de 2 minutes en ville ou de 4 minutes pour les lignes interurbaines, une amende est automatiquement infligée aux transporteurs. Cela a radicalement amélioré la discipline. Et pour nous, la question du respect des horaires dont vous avez parlé n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi une question de sécurité, surtout dans les zones isolées. C'est pourquoi nous sommes en train de transformer complètement ce système. Vladimir Vladimirovitch, j'aimerais formuler quelques propositions. Mais la première proposition, si vous me le permettez, la première proposition, la première proposition concerne la formule de calcul du prix des contrats publics, avec laquelle nous nous présentons aux appels d'offres, pour lesquels nous lançons un contrat public. Elle est fédérale et cette formule prend automatiquement en compte la nécessité d'inclure les dépenses du transporteur pour les nouveaux véhicules. Mais il y a deux problèmes ici. Le premier, il n'y a aucune obligation légale de dépenser ces fonds alloués pour de nouveaux véhicules. C'est-à-dire qu'il peut recevoir cet argent, mais le dépenser pour ses dépenses courantes et ne pas acheter de véhicule. Et le second, cette formule ne prend pas en compte le fait que le transport est nouveau. Dans notre région de Mourmansk, tous les véhicules sur les lignes régulières ont moins de 5 ans. Et il en résulte qu'en incluant ces fonds dans la formule, eh bien, nous accordons simplement ou nous allons accorder des revenus injustifiés à ceux qui assurent ces transports. C'est pourquoi je solliciterai votre instruction pour retravailler cette formule, afin de prendre en compte ces spécificités qui existent dans les régions. Ou peut-être tout simplement rendre cette formule non pas obligatoire, mais indicative, afin que nous ayons nous-mêmes le pouvoir de fixer ce prix, en fonction de nos propres nuances et spécificités, car les régions sont différentes. C'est ma première proposition. Et la deuxième proposition concerne le sujet du soutien fédéral. Il existe des restrictions pour l'obtention d'un soutien fédéral en raison d'un niveau élevé de capacité budgétaire. Et nous avions effectivement un niveau si élevé que nous n'avions pas la possibilité d'obtenir un certain nombre de soutiens. Je soutiens pleinement ce que mes collègues ont proposé concernant le menu, c'est-à-dire des mécanismes plus flexibles sur la manière dont l'argent peut être dépensé pour les transports publics. Mais je demande au moins pour les régions arctiques de supprimer ce seuil de capacité budgétaire. Et j'en profite pour souligner que nous en avons discuté ensemble et que vous aviez donné des instructions en ce sens. Il faut simplement rendre cette méthodologie plus flexible en ce qui concerne la capacité budgétaire. Nous avions des revenus élevés. Nous étions au-dessus de 1. Aujourd'hui, les revenus sont moindres, le déficit est important, il y a des dettes, enfin en raison de la perte des revenus, mais nous sommes toujours à la 12e place dans le pays. Je souhaiterais tout de même demander au ministère des Finances de réajuster le niveau de capacité budgétaire de la région de Mourmansk, afin que nous puissions notamment bénéficier d'un soutien fédéral et dépenser moins de fonds régionaux. Et la méthodologie elle-même doit, bien entendu, être rendue plus flexible afin de correspondre aux réalités actuelles. Merci infiniment. Merci. Je vous en prie, Anton Gennadivitch. Merci Vladimir Vladimirovitch. Je souhaitais réagir à la dernière proposition visant à ajuster le niveau de capacité budgétaire pour certaines régions. C'est tout à fait possible et nous examinerons cette question. Il faut simplement comprendre que cela ne fera pas apparaître davantage de fonds. Et par conséquent, pour les régions qui en ont le plus besoin, cela signifie que les ressources seront redistribuées depuis les régions plus aisées qui, pour ainsi dire, disposent de leurs propres moyens financiers. Voilà. C'est pourquoi nous examinerons cette question lors de l'élaboration du budget. Comment prendre en compte les intérêts de tous les sujets de la Fédération de Russie, qu'ils soient plus aisés ou un peu moins aisés. Mais je voulais dire quelques mots sur les transports publics, pour ainsi dire, sur les propositions qui ont été formulées aujourd'hui. En effet, les transports publics sont un axe important de notre soutien. Ouais, chaque année, environ 30 milliards sont alloués à cette mesure, rien qu'au niveau fédéral. Cela représente environ 20 milliards via le ministère des Transports et environ 9 via le ministère de l'Industrie. Voilà, c'est pourquoi la Fédération accorde une grande importance à cette question. Mais qu'entendons-nous? Il est proposé ici de redistribuer les ressources du fonds routier en faveur de l'achat de transports publics. Quelles sont les réflexions aujourd'hui? Aujourd'hui, le fonds routier est un mécanisme qui fonctionne bien, un mécanisme bien rodé. Des routes sont construites, réparées, et les objectifs correspondants des projets nationaux sont atteints. C'est une question très importante ici, vous savez, de ne pas disperser l'argent du fonds routier, l'argent de ce mécanisme. Oui, les transports publics, je le répète, sont un sujet important, mais il me semble qu'ils doivent être financés en priorité par des sources supplémentaires. Des sources supplémentaires ont été proposées ici, comme par exemple les amendes pour violation des exigences en matière d'assurance responsabilité civile automobile, l'OSAGO.
Aujourd'hui, nous n'avons pas cette source en tant que moyen de renflouer le fonds routier. Séparons-la, isolons-la, et par conséquent, au sein du fonds routier, comme cela a été suggéré, nous l'affecterons à l'achat de transports publics. Ou bien est-il proposé de dépenser le fonds routier, les ressources du fonds routier, non pas pour la construction ou la réparation des routes, mais pour couvrir les coûts de subvention des tarifs de transport? Enfin, c'est autre chose. C'est une question purement, comment dire, budgétaire. Pour certains, les tarifs couvrent par conséquent le coût et les dépenses donc, du transport et du billet, hein, le prix du billet. Pour d'autres, non. C'est-à-dire que, de cette manière, qu'est-ce que je veux, pour ainsi dire, dire? C'est que nous ne devons pas ici, disons, détruire ce bon mécanisme de fonctionnement du faux routier qui est en place et dont les résultats sont visibles pour les gens et pour nous tous. Voilà, donc les transports publics, c'est génial. Il faut les financer grâce à des sources supplémentaires. Et par conséquent, je vous demande de nous donner des instructions pour, disons, peaufiner cela très précisément, afin que nous ayons une compréhension claire des sources de financement, pour que le fonds routier soit alimenté, que les routes soient construites, et que nous augmentions également les sources pour les transports publics, pour la réalisation de leurs objectifs, notamment l'augmentation des achats. Et enfin, le point le plus important, le projet de décision mentionne la nécessité d'établir un régime fiscal préférentiel unique pour la taxe sur la valeur ajoutée. Je tiens à dire d'emblée que oui, nous avons différents types de transports publics pour lesquels il existe des exonérations de TVA, et pour d'autres, non. Comme pour l'autopartage, la location de trottinettes, disons les bateaux-bus, et ainsi de suite. Il faut également examiner cela attentivement afin que nous n'ayons pas de perte de revenus supplémentaires, c'est-à-dire des manques à gagner. C'est pourquoi je demande que ces instructions soient ajustées dans le projet que nous voyons aujourd'hui. Merci. Puis-je, Nabiulina? Je vous en prie, Elvira. Si je comprends bien, ce sont les bénéfices supplémentaires des compagnies d'assurance qui vous préoccupent? Oui, oui, je voulais faire un commentaire. Alexis Sansonovitch en a parlé. Juste à propos de l'importance potentielle et du potentiel d'un tel financement des dépenses. Je soutiens pleinement la nécessité d'améliorer l'administration des amendes pour ceux qui conduisent sans police d'assurance. Et effectivement, des bénéfices supplémentaires pourraient potentiellement apparaître pour les compagnies d'assurance. Des revenus générés par le fait que davantage de polices seront achetées. Nous discutons de ce sujet depuis longtemps déjà. Les modifications législatives ont été adoptées, mais il n'existe pas encore de mise en œuvre technique pour un tel contrôle. Nous avons longuement examiné avec le ministère de l'Intérieur les données fiables du système d'assurance et nous avons procédé à un rapprochement de ces informations. Le niveau de fiabilité y est élevé. Une ou deux erreurs pour, disons, plusieurs millions d'enregistrements. C'est pourquoi, à notre avis, nous devons mettre en œuvre techniquement ce système afin que ce profit supplémentaire puisse apparaître. Pourquoi remettrais-je en question l'importance de cette source? Parce qu'actuellement, l'assurance responsabilité civile automobile, OSAGO, est déficitaire pour les compagnies d'assurance, 103%. C'est-à-dire qu'elle verse plus d'indemnités au titre de l'OSAGO qu'elle n'en collecte. Et lorsque nous en avons discuté la dernière fois, nous avons dit que ces prélèvements sur les bénéfices, s'ils devaient voir le jour, ne devraient pas simplement entraîner une hausse des tarifs, pour que cela ne se fasse pas au détriment d'une augmentation des tarifs. C'est pourquoi, avant tout, nous devons éliminer le déficit de cette assurance, afin qu'elle puisse s'autofinancer. Si des bénéfices supplémentaires apparaissent grâce à une mise en œuvre technique, alors nous pourrons envisager la question. Mais la priorité, c'est vraiment la mise en place de ce contrôle automatique pour s'assurer que les gens circulent bien avec une assurance. Et après cela, il sera possible de calculer quel profit supplémentaire cela représente. Il faut simplement regarder cette source de revenus de manière réaliste. Oui, c'est compris. Je suis d'accord avec vous. Vladimir Alexandrovitch Kolokoltsev, avez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur le Président Vladimir Vladimirovitch, Mesdames et Messieurs les participants à cette réunion, malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ce que les intervenants précédents ont dit concernant l'assurance responsabilité civile automobile, OSAGO. Le fait est que j'ai personnellement averti la direction de la Douma d'État qu'il était prématuré d'adopter cette loi, en raison d'un manque de préparation et de l'incapacité technique à administrer les décisions et les points contenus dans cette loi. Si nous nous contentons de l'appliquer dès maintenant, sans résoudre les problèmes techniques,
je ne souhaite pas surcharger l'auditoire avec ces détails, nous serons confrontés à une augmentation brutale du nombre de recours contre les décisions relatives aux infractions administratives, ce qui provoquera inévitablement une augmentation brutale du nombre de recours contre les décisions relatives aux infractions administratives, ce qui provoquera inévitablement une résonance sociale négative et accroîtra la pression sociale. Et les nuances sont nombreuses. Il y a un manque de complétude et d'actualisation des données du système d'information d'assurance, des incohérences, ainsi que diverses questions d'ordre technique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réellement en mesure de commencer l'administration. Je suis même prêt, comme on dit, à inviter n'importe quel représentant désigné d'un autre ministère chez nous, en tant qu'arbitre, si l'on peut dire, pour qu'il puisse constater lui-même les capacités techniques d'administration et qu'il puisse lui aussi rendre exactement le même verdict. Nous nous sommes précipités avec l'adoption de la loi. Merci de votre attention. Merci, Vladimir Alexandrovitch. Je sais que vous me cherchiez, mais je me déplaçais d'un point à un autre. Je vous recontacte tout de suite, là, tout de suite. D'accord? Merci. Chers collègues, s'il vous plaît, qui d'autre souhaiterait dire quelque chose? Je vous en prie, Alexis Samilovitch. Cher Vladimir Vladimirovitch, ce qu'Anton Germanovitch a dit concernant les fonds routiers, premièrement, c'est une décision qui n'a pas été prise de gaieté de cœur, car A, il n'y a pas de source de financement, B, ils sont annuels, la pérennité n'est pas assurée. Votre instruction concernant l'atteinte des objectifs, eh bien, elle est pour l'instant assez tendue. C'est pourquoi cette proposition a été faite. De plus, la proposition selon laquelle nous, au sein du fonds routier, enfin, si l'on prend les fonds routiers régionaux, cela représente moins de 3%, est en cours de correction. Nous donnons, cela n'annule pas les fonds qui étaient alloués, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on avait basculé d'une chose à l'autre et que maintenant, tout ce qui était prévu auparavant, nous allons le supprimer. C'était en plus, et non pas comme si on avait remplacé ici pour dire maintenant qu'on ne donne plus rien. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur l'idéologie elle-même, plus il y a de gens qui prennent le bus, moins il y a de gens qui utilisent les transports sur les routes, donc moins de charges. Enfin voilà. Concernant la TVA. Pour la TVA, cela concerne le transport intermodal sur plusieurs types de véhicules, quand l'un est soumis à la TVA et l'autre non. Si c'était une proposition de Moscou, un tarif unique, disons, pour un taxi à la demande et un bus. Le bus est sans TVA, mais le taxi est avec TVA. Si vous émettez un seul billet, la TVA s'applique à l'ensemble du trajet, incluant à la fois le bus et le reste. Et la proposition était que si un seul billet est émis, la TVA soit répartie. Là où elle existe, elle est appliquée, là où elle n'existe pas, elle ne l'est pas, et non pas sur l'ensemble du transport en une seule fois. C'est juste une précision. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de supprimer la TVA existante. Il n'y a aucune volonté de réduire l'assiette fiscale. Ce n'est pas de cela dont il est question. En ce qui concerne l'administration de l'assurance responsabilité civile automobile, au SAGO, on pourrait bien proposer de commencer au moins par des régions pilotes, car c'est déjà la 3e instruction là en 3 ans. Il y en a eu en 2023 et en décembre 2025. Nous avons eu des instructions tout le temps, mais il faut aboutir à des résultats concrets. Voilà. Pour l'OSAGO, nous pouvons choisir des régions pilotes. Nous avons des problèmes avec l'OSAGO là-bas, disons dans les régions du Caucase. Eh bien là-bas, il n'y a pas d'OSAGO. Enfin, il n'y a pas d'OSAGO. C'est-à-dire qu'il faut une autre approche là-bas. Voilà, une approche pratique. Prendre, comme nous avons prévu, des régions pilotes pour les véhicules autonomes, des régions pilotes sont prévues pour le transport à la demande. Également prévoir des régions pilotes pour l'OSAGO, se coordonner avec le ministère de l'Intérieur pour que ce soit une position concertée. Oui, et dans certaines, voilà, commencer déjà à travailler dessus. Merci. Est-ce que Maxime Gennadievitch Rechetnikov a des réflexions, des remarques? Non, Vladimir Vladimirovitch, la seule chose, c'est que nous sommes probablement à un point où nous changeons d'approche concernant les transports publics, dans le sens où ils cessent d'être un secteur de marché pour devenir un secteur plus public, si l'on peut dire. Et c'est extrêmement important, car cela implique que nous devons cofinancer les transports publics à partir du budget, tout en formant bien sûr ces modèles économiquement durables. Mais pourquoi est-ce si important? Parce qu'un réseau de transport public normal nous permet de minimiser les coûts dans d'autres domaines. Eh bien, c'est la même chose lorsque nous prévoyons de développer le réseau de santé, par exemple. Un système de transport public normal et rythmé nous permet de concentrer l'aide médicale dans les points où elle est fournie le plus efficacement, et non dans des endroits d'où, disons, nous ne pouvons pas transporter les gens. C'est pourquoi il me semble que c'est une question fondamentalement importante. Et c'est pourquoi l'ensemble des solutions proposées aujourd'hui,
qu'il s'agisse des contrats de services de transport, d'un modèle économique équilibré et normal pour les transports publics, ou des modèles de transport eux-mêmes, est ce qui a déjà fait ses preuves à Moscou et ce qui peut et doit être reproduit. Et pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans le cadre des transports intercommunaux, ce qui est particulièrement important pour les régions. Par conséquent, il me semble que si nous adoptons aujourd'hui ces solutions, en y ajoutant une politique tarifaire appropriée, avec une compréhension et une prise en compte de l'accessibilité pour les citoyens, c'est-à-dire sans populisme tarifaire mais sans excès non plus, et si nous y ajoutons ces possibilités de redistribution des fonds issus du fonds routier, cela améliorera globalement l'efficacité de notre mécanisme économique. Il me semble que c'est une solution très bien élaborée. Nous, d'un point de vue économique, tout est rationnel, hein. Prêt, merci. Chers collègues, y a-t-il autre chose que quelqu'un souhaiterait ajouter ou commenter, s'il vous plaît? Non? C'est une question très importante. Et bien sûr, il faut remercier la commission du Conseil d'État, Alexei Samsonovitch et ses collègues qui ont travaillé là-dessus. Mais il faut bien sûr retravailler ce qui est proposé. Le ministre des Finances en a déjà parlé ici, tout comme le président de la Banque centrale. Il faut absolument tenir compte. Ce n'est pas une question anodine, hein, et le ministère de l'Intérieur a aussi des doutes. Eh bien, il y a des questions qui nécessitent un examen attentif. Donc, voici l'un des points. Le renforcement de la responsabilité des transporteurs en cas de violation des exigences dans le domaine des transports réguliers. Et qui sera notre transporteur garant? Le transporteur garant maintenant. Ce sont les entreprises municipales. Donc, voici ce qui est proposé ici. Les entreprises unitaires municipales. Et quoi? Les autorités municipales vont imposer des sanctions à leurs propres entreprises municipales? 30%, enfin voilà. Et ça, les organismes compétents en matière de régulation anticoncurrentielle doivent l'examiner. On ne sait pas encore comment cela va fonctionner. Mais en tout cas, il y a des questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'adopter, mais il faut bien sûr y travailler. D'accord? Dans l'ensemble, je tiens à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Et je souligne que, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, c'est sans aucun doute l'un des axes les plus importants de notre travail commun. Finalisons et adoptons cette liste. Merci.